Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo que j'avais très envie de faire et surtout de partager avec vous. Donc c'est parti, on y va. Comme vous l'avez sans doute vu dans le titre, il y a 5 sagas qui me tentent réellement beaucoup, donc 5 sagas de fantasy, et elles me font de l'œil depuis un certain moment, vraiment. J'ai envie d'y aller, j'hésite, voilà, bref, mais là ça va être mon objectif pour les prochains mois. Bien évidemment, je veux non pas baisser mon nombre de sagas en cours, je vous renvoie à ma vidéo précédente, je fais le bilan vers juillet, août, en tout cas avant septembre. Team Prof, on se sait. Et donc, l'objectif est plutôt de faire tourner mes sagas, de pas attendre 50 ans entre le tome 1 et le tome 2. Et je trouve que j'ai pris un pli ces derniers mois. Et donc, il y avait des sagas qui me faisaient peur et que maintenant, j'ai envie de commencer parce que j'ai fini d'autres sagas, parce qu'en fait, elles me font tellement envie et j'ai envie d'écouter ce que j'ai envie de lire. Bref, donc c'est parti. Je vais vous les présenter. Il y a 3 sagas écrits par un auteur et 2 sagas écrites par une autrice, et aucun de ces auteurs ou aucune de ces autrices n'est francophone, donc bon, ça va pas trop avec mon objectif de découvrir des autrices de SFFF francophones, mais on dira que c'est un petit challenge parallèle. Je compte pas les finir toutes les 5 dans cette année parce que vous allez voir que c'est un petit peu impossible, mais j'aimerais bien lire au moins tous les tomes 1 pour savoir en fait si je continue ou pas, et surtout si ces sagas sont à la hauteur de ce que je m'imagine. La première saga, il s'agit de La Terre des Bannis, écrite par John Gwynne, j'espère que je prononce bien le nom de cet auteur, qui est une saga en 4 tomes. Peut-être que les noms des tomes sont plus connus que le nom de la saga. Le tome 1 c'est Malice, le tome 2 c'est Bravoure, le tome 3 c'est Ruine, et le tome 4 c'est Fureur. En grand format, ils sont publiés dans la maison d'édition indépendante Léa, et ils existent aussi en poche. Alors je pense pas que les 4 tomes soient déjà parus en poche, mais ils sont parus sous le label Magique, qui est le label poche de cette maison d'édition. Donc je pense que je vais me les procurer en poche parce que c'est déjà plus facile à transporter vu que c'est des énormes pavasses. Pour les mots-clés, et je vous mettrai le résumé après à l'écran, ici on est dans ce que j'imagine être de la fantasy classique avec une opposition entre le bien et le mal. Et je sais pas, je trouve que dans le résumé il y a des vibes à La Roue du Temps. Voilà, c'est peut-être une fausse idée, c'est clairement une fausse idée parce que personne n'a dit ça dans les reviews que j'ai pu lire, mais moi c'est l'association que j'ai en tête et en fait j'arrive pas à dépasser cette association, donc ça m'intrigue. Vous connaissez mon amour pour La Roue du Temps, donc pourquoi pas. Il y a eu énormément de bons retours aussi. Vraiment, je crois que tous les retours que j'ai lus ont été quasi unanimes pour dire que c'était une bonne saga, et en plus ça vient d'une maison d'édition indépendante, donc franchement, que demander de plus. Je vais vous lire le résumé, et après le résumé du tome 1 bien évidemment, et après je vous dirai quand est-ce que j'ai prévu de lire ce premier tome. Rassurez-vous, je n'ai pas un calendrier très détaillé de tome par tome, mais j'aimerais bien faire un petit roulement, voilà, tout en continuant mes sagas en cours. On y croit. Donc, pour le résumé de Malice. Il y a bien longtemps que les humains sont arrivés sur les terres bannies, qu'ils ont disputé victorieusement au clan de géants qui les peuplaient. Des terres que l'affrontement entre les dieux antagonistes, Aros et Hélion, a bien failli détruire. Aussi, quand cette guerre larvée menace d'éclater à nouveau, bien des destins vont se retrouver bouleversés. À commencer par celui du jeune Corban qui aspire à manier l'épée et la lance pour protéger son royaume et va devoir mettre son courage à l'épreuve bien plus vite que prévu. Mais la prophétie indique que l'obscurité et la lumière exigeront 2 champions, le soleil noir et l'étoile vive. Il serait sage de rechercher les 2, car si le soleil noir prend l'ascendant, les espoirs et les rêves de l'humanité tomberont en poussière. Je fais une petite pause ici. Est-ce que si vous avez lu La Roue du Temps ou vu la saga, la série, est-ce que vous voyez pas qu'il y a énormément de vibes à La Roue du Temps, ou c'est vraiment que moi qui délire? Bref, retournons au résumé. Sauf que personne ne sait qui ils sont, à commencer par eux-mêmes. Alors que les géants s'agitent de nouveau et que le chaos semble sur le point de s'abattre sur les terres bannies, le haut roi Aquilus tente de former une alliance avec les autres souverains pour sauver le monde des humains. Mais tous ses alliés n'ont pas la même vision de l'avenir. J'adore
J'adore, 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 j'adore. Ça me tente. Plus je lis le résumé, plus j'ai envie de commencer cette saga. Et donc, vous allez me demander quand est-ce que je vais commencer cette saga. Et ben en fait en mai 2025. Je pars à Marseille, je rentre de Marseille, j'achète le livre. Voilà, il y a plein de ponts en mai. Je vais lire ça et ça va être génial, je n'en doute pas. Deuxième saga, et je les classe non pas en termes de préférence ou de priorité, mais en termes de planning de lecture, comme ça vous les aurez dans l'ordre. La deuxième saga, c'est assez étrange, assez... En fait, elle n'aurait pas dû se nicher, se hisser dans ce top 5 parce qu'il y avait une autre saga qui me donnait beaucoup trop envie. Et Marion, si tu passes par là, c'est 2 de tes sagas chouchou, et donc j'ai dû trancher. Et c'est ta dernière vidéo où tu interviewes l'auteur, vous avez sans doute compris, qui m'a aidé à trancher, qui a aidé à prendre une décision. Donc j'hésitais entre Les Chroniques du Reich d'Anne Leckie et Dans la toile du temps d'Adrien Tchaikovsky. Et en fait l'auteur il parlait d'animaux, je savais pas de quoi parlait cette saga, et l'auteur parlait d'animaux et de pieuvres, et en fait ça m'a trop donné envie. Donc elle s'est hissée là. Et si elle s'est hissée dans la deuxième saga que je vous présente, c'est parce que le Galactic Book Club de Marion, de Snodza, organise une lecture commune sauvage sur ce premier tome, et donc j'ai décidé de faire cette LC avec eux et elle pour que ça soit quand même plus facile, parce que là encore on parle d'une brique, et donc la date est pas encore fixée, mais c'est en mai 2025. Je sais pas comment on va organiser mai 2025 entre les lectures pour YouTube, les lectures que je veux faire en plus, l'idée papale aussi, bref. Et donc dans la toile du temps, il y a 3 tomes. Je sais pas si c'est une saga terminée, si c'est juste une trilogie. En tout cas, le dernier tome vient juste de paraître. Il inonde Instagram, en tout cas mon Instagram à moi. Et donc, c'est publié en grand format chez De Noël et en poche chez Folio SF. Là pareil, je prendrai les poches, vous connaissez mon amour pour les poches. Les mots-clés qui m'ont donné envie, comme je l'ai dit, c'est les animaux. Donc il y a des araignées dans le tome 1, des pieuvres dans le tome 2, si je dis pas de bêtises, et je sais pas l'animal du tome 3. Je trouve que ça a l'air assez original et assez perché, et c'est l'auteur préféré de Marion de Snodza, et c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup d'aller découvrir comme ça les auteurs et autrices préférés des gens que je peux suivre sur les réseaux sociaux. Donc pour le résumé, il est beaucoup plus court que pour Malice. Une planète lointaine, anciennement terraformée par l'humanité et habitée par une race d'araignées intelligentes, dont l'évolution a été accidentellement accélérée par un nanovirus d'origine humaine. Moi, je suis intriguée avec ça déjà. Des millénaires plus tard, un vaisseau transportant les derniers représentants de l'humanité s'en approche. L'œuvre met en scène le contraste entre le développement sociétal des araignées et le déclin vers la barbarie de l'équipage du vaisseau des derniers humains. Ça a l'air incroyable. Je trouve qu'il y a une dimension anthropologique qui me tente réellement beaucoup, et j'aime beaucoup, je sais pas si c'est un trope, mais en tout cas cette manière de réfléchir à la construction de nos sociétés humaines en comparant aux sociétés animales. Je sais pas quoi vous en dire de plus, à part que du coup j'ai dit que c'était que des livres de fantasy au début, mais peut-être que celui-là c'est de la science-fiction. On arrive à la 3e saga déjà, c'est Fils des Brumes de Brandon Sanderson, et je me suis dit est-ce que vraiment j'allais la représenter, et oui, ça fait je sais pas combien d'années que je dis que je veux, depuis le début de cette chaîne en fait, découvrir le Cosmere, donc qui est le monde imaginé par cet auteur Brandon Sanderson, qui relie une partie des livres de fantasy qu'il a écrits. Et en fait, je savais pas trop par où commencer, il y a plein de chemins possibles, il y a plein de vidéos explicatives du Cosmere, et Fils des Brumes m'intrigue quand même beaucoup. Et donc j'ai décidé que ça allait être ma porte d'entrée, et ça sera donc en juin 2025. Là encore, c'est une pavage, je pense qu'il fait 1000 pages à peu près, et en juin, c'est souvent un moment plus creux, plus light. Je me vois très bien lire ça régulièrement au soleil, je le sens bien. Pour Fils des Brumes de Brandon Sanderson, j'y vais en terrain un peu plus connu que les 2 autres parce que j'ai déjà lu des livres de cet auteur. Vous les voyez ici, Skyward, que je vais bientôt terminer vu que j'ai le tome 4 en ma possession. Ici, il y a 13 de la mer d'Emeraude qui était son projet secret numéro 1, et on les voit pas, mais tout en haut ici, il y a la suite de La Roue du Temps qu'il a terminé après la mort de l'auteur initial Robert Jordan. Donc c'est un auteur que je connais, et c'est aussi pour ça que j'avais envie de découvrir davantage ce qu'il avait pu faire, et surtout des œuvres qui sont, si je dis un peu plus reconnues, c'est peut-être pas le bon mot, mais Skyward j'aime vraiment beaucoup, à part il y en a un 2 tomes, on n'en reparlera pas ici, mais c'est peut-être très adolescent, alors que j'ai l'impression que dans les retours que j'ai pu lire sur Fils des Brumes, on a vraiment la qualité
de ce qui fait le succès de Brandon Sanderson et qualité que j'ai envie de découvrir sans m'attaquer à l'univers de Rochard, qui est peut-être son œuvre la plus magistrale ou la plus plébiscitée sur les réseaux sociaux. Je sais pas si c'est la meilleure des idées, mais en tout cas c'est celle qui moi me plaît sur le papier pour le moment. Donc dans Fils des Brumes, on a une première trilogie, plus après on a 4 tomes. Et je sais pas trop ce qu'il faut lire au milieu, et pourquoi, voilà. Enfin, en tout cas, c'est sur 2 époques. On a l'habitude avec l'Assassin Royal, par exemple, de Robin Hobb. Donc, en tout, ça fait 7 tomes. Et je vous ai donc dit que le premier, j'allais le découvrir en juin 2025. C'est publié au livre de poche, comme la plupart de ces livres d'ailleurs en France, comme tous ces livres peut-être, je ne sais pas. Et donc, ce qui m'a intéressé, c'est 2 mots-clés en plus de Brandon Sanderson, c'est le système de magie. Vraiment, tout le monde m'a parlé du système de magie très particulier, très original, hyper bien ficelé qu'on retrouve dans Fils des Brumes. Et aussi, c'est... En tout cas, j'ai l'impression en lisant les résumés et les reviews que j'ai pu lire dessus, c'est la question des inégalités de classe. Je vous laisse avec le résumé et je vous laisse juger de ça. Donc c'est le résumé bien évidemment du tome 1. Excusez-moi pour la prononciation des noms des personnages et des lieux depuis tout à l'heure, mais en fantasy c'est quand même insupportable. Alors soit le personnage s'appelle Vin, soit il s'appelle Vin. On va dire qu'il s'appelle Vin. Vin ne connaît de l'empire ultime que les brunes de Luthadel, les pluies de cendres et le regard d'acier des grands inquisiteurs. Depuis plus de 1000 ans, le seigneur maître gouverne les hommes par la terreur. Seuls les nobles pratiquent l'allomancie, la précieuse magie des métaux. Mais Vin n'est pas une adolescente comme les autres. Et le jour où sa route croise celle de Kessler, le plus célèbre voleur de l'Empire, elle est entraînée dans un projet fou, renverser l'Empire. Il y a une dimension politique que j'aime vraiment beaucoup, et en plus il y a une héroïne en personnage principal, donc parfait, que demander de plus. Et donc on arrive aux 2 dernières sagas, qui sont en plus des sagas que je veux lire depuis longtemps, vraiment. J'en avais fait mention dans une vidéo que je vous remettrai en haut, et c'est 2 sagas écrites par des autrices. En fait, j'ai raté le coche pour l'une d'entre elles, j'aurais pu lire ça en même temps que Lucie, qui l'a découvert récemment, mais c'était pas le bon moment, et en fait, plus le temps passe, plus j'ai envie d'y aller. Donc la saga, c'est Les Os Émeraudes, donc de Fondali. Peut-être que le titre du tome 1 est peut-être plus connu que le titre de la saga, que le nom de la saga, parce que moi je l'avais jamais entendu par exemple. Et donc le tome 1 s'appelle La Cité de Jade. Ici, on est sur une trilogie qui est terminée, si je dis pas de bêtises, publié en grand format chez De Saxus et en poche dans le label de Saxus Pâle. J'aime beaucoup le nom de ce label, c'est très marrant. Et donc j'ai prévu de découvrir cette saga en juillet 2025 parce que vous l'avez vu, hein, on fait un tome par mois à peu près. Et donc là, ce qui m'a plu, c'est les mots-clés qui m'ont intéressée, c'est le fait que ça soit écrit par une autrice. Il y a énormément de bons retours et j'ai l'impression que l'univers est assez original. Je vous laisse avec le résumé, comme ça on en parle juste après. La famille est un devoir, la magie est un pouvoir, l'honneur est primordial. Bienvenue dans la fabuleuse ville de Jaloun. Mais attention, derrière la beauté de la capitale de l'île de Kekon se cache une dangereuse réalité, celle d'une ville déchirée entre 2 clans qui s'affrontent pour le contrôle de la cité et du jade. Cette pierre précieuse et magique qu'on ne trouve que dans les mines de l'île permet aux guerriers qui la portent d'amplifier ses capacités, faisant de lui une véritable arme de guerre. Aujourd'hui, alors que le chef du clan Sansim se retire du pouvoir laissant la direction à ses petits-enfants, leurs rivaux du clan de la montagne en profitent pour ravir des quartiers et s'accaparer le marché du jade. Lorsqu'une nouvelle drogue puissante se propage, permettant à quiconque, même aux étrangers, de manier le jade, la tension qui couvre entre les 2 clans éclate avec une violence sans précédent. Entre jeux politiques, trahison, argent et pouvoir, l'issue de cette guerre déterminera le sort de tous les guerriers de Jade et de l'île elle-même. Et vous l'avez sans doute vu, et j'en avais déjà parlé dans ma tier list des tropes de fantasy, mais la dimension politique, c'est quelque chose qui m'anime beaucoup dans mes lectures et qu'on retrouve quand même dans toutes les sagas que j'ai présentées ici. Mais là, clairement, il y a les mots-clés dans le résumé. Jeu politique, trahison, pouvoir. Voilà, j'achète. Dans un univers qui m'a l'air assez intéressant, assez intriguant, il y a de bons retours, c'est une trilogie, c'est écrit par une femme, que demander de plus? Rien, donc on y va. Et la dernière saga, je suis très embêtée parce que c'est une saga qui me tient particulièrement à cœur, j'ai vraiment envie de la lire, sauf que il y a un problème avec les parutions françaises.
Je m'explique. Le titre de la saga, c'est La guerre du pavot, et écrit par Rebecca F. Kuang, qui est l'autrice, on le voit ici, de Babel et Yellowface. Et c'est une autrice d'origine chinoise ou chinoise, je ne sais plus trop. J'avais bien aimé ses livres, j'avais bien aimé ce qu'elle avait pu proposer, même si ça n'avait pas été des coups de cœur absolus comme on avait pu le voir sur les réseaux sociaux. Moi, c'était des bonnes lectures, des très bonnes lectures. Il y a des choses très intéressantes, il y a des choses qui marchent moins. Et donc là, dans La guerre du pavot, c'est une saga de fantasy, d'inspiration orientale, où je sais qu'on va parler d'antiracisme, et je trouve ça très important. C'est une autrice comme pour Brandon Sanderson que je connais et que j'aime bien, et donc j'ai envie de la découvrir sur un arc narratif beaucoup plus long. Mais les 4 tomes que comporte cette saga ne sont pas traduits en français. Il n'y a que le tome 1 qui a été traduit il y a assez longtemps, en 2020, par Actes Sud, et donc on peut retrouver en poche dans leur label Babel, mais c'est tout. Donc se pose une question existentielle, c'est si j'aime le tome 1, que fais-je? Est-ce que j'attends une nouvelle traduction? Je ne sais pas, parce que en fait, De Saxus va retraduire, alors je sais pas si c'est une nouvelle traduction, mais en tout cas il va republier avec une nouvelle couverture qui est ma foi très jolie, le tome 1, donc La guerre du pavot. Est-ce que la maison d'édition s'est engagée à publier tous les livres de cette autrice, enfin tous les tomes de cette saga? Après, comme c'est eux qui ont aussi publié Babel, peut-être. Est-ce que le contrat d'édition comportait une clause de si le livre se vend bien, on fera le reste? Et je sais pas. Et donc je sais pas trop dans quoi je peux m'engager, et j'ai pas envie de me retrouver dans une situation où je vais adorer le tome 1 et vouloir lire la suite et pas pouvoir la lire. Alors vous me direz, je pourrais la lire en anglais. Vu le niveau de complexité que c'était par exemple Babel, même en français, dans les jeux sur les mots, le langage, sur la traduction, je sais pas si c'est une lecture faisable en anglais. Donc ça me laisse un peu pantoise, d'autant plus que le livre chez De Saxus c'est pas encore sorti, donc je sais pas trop. C'est pour ça que j'ai pas fixé de date, j'attends déjà que le livre sorte chez De Saxus pour voir un petit peu. Ça serait bien en août, hein, comme ça fera vraiment, j'aurai tout découvert en août, enfin jusqu'en août, mais je ne sais pas. Donc la date reste largement provisoire. Donc je vous l'ai dit, les mots-clés, c'est vraiment cette dimension orientale dans la fantasy et cette dimension antiraciste qui m'intéresse beaucoup. Je vous mets le résumé. Dans un monde médiéval, 2 pays s'affrontent depuis des siècles. Un immense empire, Nikara, et une petite île, Mugen. Jeune orpheline, Rin décide de tout faire pour échapper au mariage qu'ont arrangé ses parents adoptifs. Aidée d'une bibliothécaire qui s'est pris d'affection pour elle, elle se met à étudier en vue du concours Jeju qui donne aux enfants les plus brillants du pays accès à l'académie militaire de Singard, chargée de former les futures élites de l'Empire. Après sa formation sous l'égide d'un vieux maître fantasque et mystérieux qui va peu à peu l'éveiller aux pouvoirs chamaniques qui sont les siens, la guerre larvée éclate de nouveau sous les coups de boutoir de Mugen. L'académie est dissoute et ses membres affectés à l'une des 12 divisions des 12 provinces qui composent l'Empire. Rin rejoint les sicaires de l'impératrice. Sous le commandement d'Altan, elle va devoir apprendre à maîtriser la force que lui prêtent les dieux pour tenter de venir à bout de Mugen. Voilà, il y a aussi une dimension politique de conflit qui m'intéresse beaucoup avec une héroïne principale. Voilà, sur le papier, je suis emballée. Là, vraiment, ce qui me freine, c'est les dates de parution et du coup, la traduction. Voilà pour les 5 sagas que j'ai repérées et qui vont constituer mes lectures un petit peu prioritaires pour ces prochains mois, à peu près jusqu'à la fin de l'été, en ayant en tête cet objectif d'enchaîner les tomes évidemment pour ne pas être trop largué. Essayez de découvrir des pépites en fait. Ça serait vraiment très chouette. N'hésitez pas d'ailleurs à me faire des retours, des commentaires sur ces sagas si vous les avez lus. N'hésitez pas à proposer des LC ou à venir pour la LC du Galactic Book Club parce que c'est vraiment très plaisant surtout de s'embarquer dans des grosses briques comme ça, accompagnées. Ça balise un petit peu le chemin et ça fait beaucoup moins peur, en tout cas moi je trouve. Bref, n'hésitez pas non plus à me conseiller des sagas parce que voilà, j'aimerais bien en découvrir davantage, notamment en science-fiction et en fantasy, mais également, je n'exclus pas, en littérature blanche. Et sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu, et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, et en attendant, faites de bonnes lectures, au revoir.